يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci de nous rejoindre sur Al24 News et bienvenue au Pro de l'écho. Vous l'aurez compris, la roue de l'économie ne s'arrête jamais. Ce soir, nous allons parler du commerce intra-africain à l'occasion du salon IATF 2025 qui aura lieu en Algérie du 4 au 10 septembre. Il s'agit de l'événement de la rentrée, un événement d'une importance capitale qui connaîtra la participation de 140 pays. Car il est plus que jamais temps pour le continent africain d'enclencher une dynamique économique basée sur un libre-échange entre pays africains, justement. Un libre-échange déjà institué par la zone africaine de libre-échange, ZLECAf, et dont la mise en œuvre, il faut le dire, tarde à se concrétiser. L'IATF à Alger, ce sera aussi l'occasion d'accroître le commerce intra-africain, booster les investissements et créer des opportunités pour les entreprises. Restez avec nous, si vous voulez connaître les enjeux de cette véritable grand-messe du commerce en Afrique, nous allons en débattre avec nos experts dans les Pros de l'écho dans un tout petit instant. Sans plus tarder, laissez-moi vous présenter tout d'abord les experts qui m'accompagneront ce soir pour débattre de cette thématique, à commencer par vous, Mohamed Achir. Vous êtes économiste, enseignant en sciences économiques à l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. À vos côtés se tient Brahim Gendouzi, également économiste et également enseignant en sciences économiques à l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou. Bonsoir professeur. Merci de l'invitation. Depuis Nairobi au Kenya, nous aurons également avec nous un expert de la ZLECAf, PDG de Desiderio Consulting, Danilo Desiderio. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de l'invitation. Et depuis Paris, nous rejoindra dans quelques instants Marie-France Réveillard. Elle est rédactrice en chef de Forbes Afrique, avec qui nous débattrons également ce soir. Messieurs, avant de commencer ce débat, j'aimerais vous demander d'examiner ces deux chiffres qui vont s'afficher à l'écran par rapport à la dynamique du commerce intra-africain. Il représente 15% des échanges totaux de l'Afrique. C'est un chiffre qui nous est fourni par la Commission économique africaine. En 2024, en deux mots, qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed Achir ? Je pense que c'est un chiffre quand même qui souligne une certaine ascension de ce commerce intra-africain, même si comparativement à d'autres ensembles, reste toujours en deçà de ce qui est attendu comme intégration commerciale africaine. Mais la trajectoire, je pense, est tracée pour justement renforcer davantage ce commerce intra-africain. En tout cas, il y a une prise de conscience sur le plan politique, c'est-à-dire sur le plan des gouvernements de tous les États africains pour améliorer justement l'état d'intégration commerciale et économique des pays de l'Afrique. Donc c'est un chiffre révélateur quand même d'une trajectoire optimiste pour améliorer l'intégration commerciale africaine. 15% de commerce intra-africain en échanges totaux en 2024, professeur Gendouzi. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on peut faire mieux? Il me semble pour le commerce extérieur du continent africain, vu les ressources qui existent, l'Afrique est en dessous de la contribution dans le commerce mondial. 15% de commerce intra-africain, il y a des progrès puisqu'il y a 2 ou 3 ans, nous étions à 12%. Je pense qu'avec la mise en œuvre de la ZLECAf, on pense réaliser au moins avoir à l'horizon 2030 25%, à l'horizon 2040 aller jusqu'à 50% de commerce intra-africain. La ZLECAf, vous en parlez, professeur, ça tombe bien, le chiffre que nous allons exposer concerne la zone de libre-échange
africaine avec plus 52% d'échanges attendus d'ici 2035, un chiffre confirmé par la CNUSED en 2023. Danilo Desiderio, très rapidement, je vais vous demander de commenter ce chiffre. La chiffre, oui, c'est une estimation qui correspond à d'autres estimations qui ont été faites par d'autres organisations internationales, comme la Banque mondiale, par exemple, ou la Banque africaine de développement. Mais il y aura une série de réformes qu'il faudra mettre en place pour ce que cet volume de commerce va se développer. Et donc, toute une série de mesures à mettre en œuvre au niveau des pays, des douanes, par exemple, qu'il faut moderniser, au niveau des entreprises, qu'il doit être éduqué, traîné à mettre en œuvre les règles de la ZLECAf. Merci Danilo. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, messieurs, avec d'abord l'IATF 2025. Est-ce que cet événement pourra-t-il marquer un tournant concret, non pas dans les discours, encore une fois, Mohamed Achir, mais dans les flux commerciaux intra-africains? Justement, cet événement permettra d'abord un espace de rencontre, d'échange, mais aussi une opportunité importante pour tisser les relations entre plusieurs acteurs économiques du continent africain. Donc c'est l'occasion justement d'abord pour montrer le potentiel de production dans tous les secteurs d'activité économique, dans les services aussi, dans les finances et dans l'innovation. Donc une fois que ce potentiel d'abord est mis en avant, il est montré, donc montrer aussi le potentiel d'entreprises existantes en Afrique. Donc c'est l'occasion de s'informer d'abord de ce potentiel et de mettre en relation, de mettre en réseau tous ces acteurs au niveau de cette foire internationale. Et donc, c'est l'occasion aussi de rechercher des opportunités d'alliance, des opportunités de contrats, d'associations et justement de partage de chaînes de valeur africaines. Donc, je pense que ce genre d'événements feront booster davantage le commerce intra-africain et le partenariat intra-africain, c'est-à-dire il y a les dangers logiques intra-africaines, non seulement en matière d'échange, de commerce, etc., mais aussi en termes d'investissement. Parce qu'il y aura quand même plusieurs secteurs d'activité, des entreprises aussi qui sont intéressées par, pourquoi pas, la réalisation des joint ventures carrément, c'est-à-dire au moins, prospecter ces opportunités dans plusieurs secteurs d'activité industrielle, commerciale, agriculture, etc. Donc je pense ce genre d'événements, surtout qu'ils arrivent aussi avec maintenant l'arrivée aussi des nouvelles technologies et des nouvelles innovations, etc. Et cette ZLECAf aussi qui est là, donc qui est un cadre quand même juridique d'abord, panafricaine, c'est-à-dire un cadre commercial qui est en marche, qui permettra justement la concrétisation facile de ces partenariats. Donc ce cadre qui est mis en place depuis 2021 maintenant et qui se concrétise progressivement va permettre sans aucun doute de concrétiser tout ce qui est, c'est-à-dire contrats réalisés ou bien intentions, même les intentions des investisseurs pour concrétiser des investissements intra-africains. Donc je pense que c'est une très très bonne occasion, non seulement aussi pour, c'est-à-dire l'Afrique, mais aussi avec d'autres pays, parce que parce qu'aujourd'hui l'économie est mondialisée, donc c'est des chaînes de valeur aussi internationales. Donc les opportunités vont être cernées à travers les chaînes de valeur africaines, mais aussi internationales. Merci Mohamed Achir, professeur Gendouzi, l'Algérie qui accueille l'IATF. On parle de 140 pays participants, un volume peut-être de contrats qui devrait être signé lors de cette édition, avoisinant les 44 milliards de dollars. Est-ce que c'est une opportunité sans nul pareil pour l'Algérie de devenir peut-être le cœur battant de l'économie et du commerce surtout, des échanges commerciaux interafricains? Alors, l'IATF est un événement commercial important depuis maintenant 2021. Il se tient tous les 2 ans. La dernière édition s'est tenue en Égypte en 2023.
Au Caire. Et en 2021, c'est tenu en Afrique du Sud. À Durban, à Durban, c'est ça. La mémoire ne me fait pas défaut. Et donc, par extraction, en 2021, c'était 41 milliards de dollars de contrats globalement signés. Un peu moins, je crois. En 2023, 43 milliards de dollars. Donc, il y a pour cette année 44 milliards en jeu de contrats. L'IATF, c'est un espace, un forum entre acteurs économiques africains en premier lieu, mais il y a des partenaires d'autres continents, du Moyen-Orient, d'Europe et d'Asie, ce qui fait qu'on s'attend à ce qu'il y ait 2000 exposants au plus, à ce qu'il y ait 75 pays participants au plus à cette manifestation, à ce forum commercial. 140 pays officiellement. Jusqu'à 140 pays de participants. Et je pense que les enjeux sont énormes, aussi bien pour les acteurs économiques africains que pour les entreprises algériennes, dans tous les cas, parce que c'est une opportunité pour avoir des opportunités d'exportation, pour avoir l'information économique et pour tisser des réseaux, parce qu'on ne peut pas aller dans ce type de manifestation sans accéder à des réseaux. Je pense que les enjeux sont énormes pour les partenaires algériens qui vont participer, qui vont prendre part à cette manifestation commerciale. Merci, professeur Danilo Desiderio. Je me tourne vers vous. À présent, alors, la ZLECAf sera au cœur de l'IATF, bien entendu. Peut-on faire un état des lieux de la notion du libre-échange en Afrique, en quelque sorte, et quels en seraient aujourd'hui les principaux défis, voire enjeux? Oui, le concept de libre-échange est appliqué en Afrique depuis longtemps. De nombreuses études ont démontré l'existence de réseaux commerciaux importants et de marchés régionaux à travers l'Afrique, bien avant le colonialisme. Mais ceci étaient des marchés décentralisés, n'étaient pas régis par des accords formels. Les routes commerciales transaériennes sont l'un des exemples les plus célèbres et mieux documentés, par exemple. Pendant des siècles, ces routes ont été utilisées pour transporter des marchandises telles que l'or, le sel, l'ivoire, le textile de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord dans la Méditerranée et le Moyen-Orient. La richesse générée par ce commerce a favorisé l'histoire d'empires puissants en Afrique de l'Ouest, comme par exemple l'empire du Ghana, du Mali et du Songhai, qui a dominé le Sahel occidental au XVe et XVIe siècle. De plus, l'Afrique abrite l'union douanière la plus ancienne dans le monde, dont l'origine remonte à 1910, qui est le SACU, l'Union douanière de l'Afrique australe. Aujourd'hui, une série d'accords commerciaux d'union douanière sont en vigueur au niveau régional, mis en place par les différentes communautés économiques régionales africaines, et au niveau continental a été évoqué la ZLECAf. Au niveau régional, des communautés, par exemple comme la CEDEAO, la CAI, la CEMAC, l'UEMOA, le SACU, ont libéralisé le commerce entre leurs membres et adopté un tarif extérieure commune, c'est-à-dire des droits de douane en une forme applicable aux importations en provenance des pays tiers. D'autres communautés ont supprimé les droits de douane et les restrictions non tarifaires, mais sont parvenir à un tarif extérieur commun, comme dans le cas de COMESA au SADC. Mais malgré cette multitude d'accords, le niveau du commerce intra-africain, comme a été évoqué tout à l'heure, reste faible et l'Afrique continue de suivre un modèle colonial d'exportation de matières premières, de produits agricoles ou de marchandises non transformées, de valeurs faibles vers le marché extra-continentaux. Les derniers rapports de la CNUSED sur l'état de dépendance vis-à-vis des matières premières estiment 46 pays africains sur 54 dépendants de matières premières, c'est-à-dire plus de 60% de leur exportation constituée par des minéraux, d'hydrocarbures, comme dans le cas de l'Algérie, et produits agricoles à valeur ajoutée minimale ou nulle. Merci Danilo Desiderio. Mohamed Achir, alors l'Algérie fournit beaucoup d'efforts pour structurer son arsenal législatif et structurel en faveur d'une économie qui s'ouvre progressivement sur de nouvelles perspectives. Quelles autres réformes économiques sont prioritaires pour faciliter les échanges avec nos voisins africains?
Justement, maintenant, la question justement doit engager tous les pays africains. Parce que la ZLECAf, certes, il est là, il est ratifié par la majorité des pays africains, mais il y a tout un travail justement législatif, un travail juridique et administratif aussi, qui doit se faire par tous les pays africains. Parce qu'il ne suffit pas justement d'administrer, c'est-à-dire le libre-échange, mais il faut l'accompagner avec des mesures concrètes, juridiques. D'abord, il y a cette question de réglementation douanière qu'il faut unifier, qu'il faut simplifier et qu'il faut mettre en œuvre. C'est le cœur battant bien sûr. Du dispositif de la ZLECAf. Déjà, effectivement, c'est le cœur. Donc, il faut harmoniser toute la législation douanière de tous les pays africains, non seulement sur le plan des tarifications ou de démantèlement des tarifs, mais aussi sur le plan des procédures administratives. Des normes. Les normes, oui, mais les normes, c'est une question aussi fondamentale, hein, c'est-à-dire créer les normes africaines, s'entendre sur les normes, sur les taux d'intégration par exemple, sur la définition du produit proprement africain, qui est le produit qui est concerné par le libre-échange réellement, quel est le taux d'intégration exigé et quelles sont les normes africaines, parce que les normes, c'est très important. On dit dans le commerce, celui qui détient les normes détient les marchés. Donc, c'est les normes qui sont fondamentales aussi. Il faut définir ces normes-là, s'entendre sur ces normes, et puis les procédures administratives. Et quand on dit les procédures administratives, là, il y a aussi les institutions africaines. Et quand on dit les institutions, il y a la douane, bien entendu, il y a le commerce, il y a les banques aussi. Il y a plusieurs institutions qui ont un rôle administratif et de régulation qui doit s'insérer dans un cadre de régulation intra-africaine ou bien interafricaine. Donc c'est ça le travail à faire. Et puis d'un autre côté aussi, si on veut réussir, c'est-à-dire réellement la ZLECAf, donc il faut agir en amont, c'est-à-dire aujourd'hui les échanges ne se limitent pas seulement aux exportations et importations. Ce n'est pas un mouvement seulement de balance commerciale, mais c'est un mouvement de transfert financier et d'investissement, donc d'investissement direct étranger africain. Donc à partir de là, donc il ne suffit pas d'harmoniser la réglementation du commerce extérieur des pays africains, mais aussi la réglementation de l'investissement. C'est-à-dire y compris les lois d'investissement des pays africains doivent trouver justement beaucoup de points communs au moins, c'est-à-dire comme l'Algérie par exemple, avec la loi 2218 sur l'investissement, le guichet unique, toutes ces normes d'investissement, etc. Donc il faut créer justement un certain rapprochement de la réglementation de l'investissement. Donc c'est comme un pacte d'investissement africain. Et à partir de là, ça va faciliter justement les flux d'investissement des entreprises africaines et de développer l'investissement intra-africain. Et c'est dans ce sens-là qu'on pourrait parler demain de possibilités de création de chaînes de valeur régionales africaines. Très bien, Mohamed Dachir. Professeur, cette ZLECAf, elle tarde à se mettre en œuvre. Quels obstacles structurels, qu'il s'agisse de règles d'origine, de barrières non tarifaires, logistique également, freine l'application de ce dispositif très ambitieux en matière de commerce interafricain basé sur le libre-échange, justement? Alors tout d'abord, je voudrais faire une différence entre l'IATF et la ZLECAf. Pour les téléspectateurs, la ZLECAf, c'est des engagements des États africains, 54 États sur 55 ratifié en 2021, rappelons-le, à Kigali, au Rwanda. Et l'Algérie l'a ratifié en 2021 également. Donc, c'est les États qui sont engagés dans un démantèlement tarifaire pour qu'il y ait des avantages douaniers à toutes les entreprises qui commercent dans le continent africain. Alors que l'IATF, c'est un forum commercial, c'est une manifestation commerciale qui consiste à réunir, à regrouper les acteurs économiques africains, entreprises exportatrices, investisseurs, banquiers, douaniers, etc., pour trouver des opportunités d'affaires, des investissements, des contrats de partenariat, etc. Donc l'engagement, il est pour les États dans la ZLECAf et les acteurs économiques se manifestent à travers les IATF qui sont organisés tous les 2 ans. Cette année, c'est le rôle de l'Algérie de l'organiser. Alors ceci dit, la ZLECAf
a évolué depuis 2023, puisqu'il y a, avec les décisions prises en 2021, il y a un mécanisme à travers un groupe de pays qu'on appelle Guided Trade Initiative, qui consiste à un groupe de pays qui prennent l'initiative pour mettre en œuvre les décisions de la ZLECAf, c'est-à-dire commercer avec 0% de droits de douane. Ouais. Donc il y a 90% des lignes tarifaires sont exonérées de droits de douane pour 23 pays. Le premier groupe de pays, c'est 23 pays. Depuis 2024, l'Algérie a rejoint ce groupe le 1er novembre 2024. Oui, merci de le rappeler. Donc depuis janvier 2025, l'Algérie doit faire du commerce avec des avantages tarifaires avec 9 pays, autres pays, puis 23 pays sur 90% des lignes tarifaires. Oui. Il restera 7% des lignes tarifaires seront concernées par les droits de douane, mais avec un démantèlement progressif jusqu'à 2030, et 3% seront maintenus avec des droits de douane. Donc aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, il y a très peu de transactions commerciales avec un démantèlement tarifaire total, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un démarrage et c'est un groupe de pays, de 23 pays qui sont au niveau de ce groupe. Et je peux vous dire que c'est l'Afrique australe qui contribue pour 21% du commerce et des exportations dans le cadre des règles de la ZLECAf. Maintenant, il y a autre chose, c'est l'IATF qui doit jouer le rôle de dynamique, de nouvelle dynamique pour inciter les entreprises, tous les acteurs économiques africains à aller vers les mécanismes mis en place par la ZLECAf. Merci, professeur. Danilo Desiderio, comment peut-être les expériences d'autres unions régionales que nous connaissons pourraient-elles inspirer l'Afrique pour bâtir son propre modèle logiciel du libre-échange et mettre à profit les ressources dont elle dispose? Il y a cette ZLECAf au cœur de cette dynamique. Vous avez évoqué des réformes. Quelles seraient en quelque sorte les réformes prioritaires pour permettre à ce modèle de libre-échange africain de disposer pleinement de lui-même et d'être mis en œuvre le plus rapidement possible? Tout d'abord, je veux rappeler que la ZLECAf n'est qu'un point de départ pour parvenir à une communauté économique continentale sur le modèle de l'Union européenne, comme prévu par le traité d'Abuja signé par l'Union africaine. À mon avis, le processus d'intégration africaine devrait suivre un modèle différent de celui linéaire suivi par l'Union européenne qui repose sur la transition d'une zone de libre-échange vers une union douanière, en premier lieu, et après dans un marché commun. Le modèle, par exemple, de l'ANAS, l'ASEAN, est plus approprié, à mon avis, pour l'Afrique, car les pays de ce bloc ont choisi d'introduire certains éléments de marché commun, mais en mettant de côté pour l'instant la création d'une union douanière en raison de l'énorme écart entre le taux tarifaire moyen appliqué par les pays de l'ANAS. C'est la même situation de l'Afrique. Dans le cas de l'ANAS, il y a un écart qui va de 0% de Singapour à plus de 9% de droits de douane moyenne de la Cambodge. Et il en résulte un modèle d'intégration économique que les économistes ont appelé marché commun moins, basé sur la mise en œuvre de la libre circulation de personnes, des capitaux et de la libre circulation sélective de la main-d'œuvre, c'est-à-dire limitée à certaines professions spécifiques qui sont demandées beaucoup dans la région de l'ANAS. Et à mon avis, l'Afrique devait tirer des leçons de ce bloc plutôt que se limiter à un modèle, celui suivi par l'Union européenne, qui historiquement s'est révélé extrêmement difficile à mettre en œuvre, soit à un niveau continental qu'au niveau régional. Merci Danilo. Un chiffre avant de conclure cette première partie. Selon la CNUSED, la mise en œuvre intégrale de la ZLECAf pourrait réduire les droits de douane intra-africains de 90%, professeur, et faire croître le PIB continental de 1% supplémentaire
par an. Voilà l'enjeu et les ambitions qu'a la ZLECAf pour les pays africains. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Les pros de l'écho reviennent après une courte pause. Nous sommes de retour sur Al24 News. Mesdames, messieurs, si vous venez de nous rejoindre, bonsoir. Nous parlons ce soir du salon IATF qui accueillera l'Algérie prochainement du 4 au 10 septembre. Il s'agit d'une grand-messe du commerce intra-africain qu'Alger se prépare à accueillir. 140 pays seront présents ici pour débattre de l'avenir du libre-échange africain sous la houlette de la ZLECAf. Marie-France Réveillard, journaliste spécialiste des questions africaines et rédactrice en chef de Forbes Afrique, vient de nous rejoindre. Bonsoir Marie-France. Alors, le potentiel de l'Afrique en matière de ressources n'est plus à démontrer. Comment faire en sorte que ces richesses bénéficient aux Africains pour qu'ils puissent produire et échanger entre eux d'abord? Bonjour Kérédine et merci pour cette première question. Effectivement, le continent africain est souvent présenté comme une sorte de jardin d'Éden en raison de la richesse de ses matières premières et de ses ressources naturelles. On pense bien sûr aux minerais, mais l'Afrique, c'est aussi 60% des terres arables disponibles. Pourtant, l'Afrique reste un importateur net de denrées alimentaires qui lui en coûte environ 50 milliards de dollars chaque année. Alors, comment faire pour optimiser ces richesses naturelles et pour qu'elles profitent au continent et à ses populations? Prenons l'exemple du cacao. Le cacao, c'est une matière première très courue partout dans le monde. Le premier producteur, c'est la Côte d'Ivoire. En 2024, il a produit l'équivalent de 44% de la production mondiale. Et pourtant, le petit producteur de cacao peine à s'offrir une tablette de chocolat. Pourquoi? Parce qu'il envoie sa matière première non transformée à l'international qui lui revient sous forme de produits manufacturés à haute valeur ajoutée. Faisons une petite analogie pour essayer de voir quels sont les modèles qui ont fonctionné, peut-être dans d'autres régions du monde. Si l'on fait une petite analogie entre, par exemple, la Côte d'Ivoire et la Malaisie, qui sont deux pays avec une latitude à peu près comparable, une densité de population et une superficie comparable, on voit qu'en 25 ans, la Malaisie aujourd'hui a un niveau de développement bien supérieur à celui de la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont décidé de tout transformer systématiquement localement. C'est le cas notamment pour leur EVA, c'est l'un des plus gros producteurs mondiaux. Grâce à l'EVA, ils fabriquent du caoutchouc avec lesquels ils font des pneus qu'ils exportent. Et donc aujourd'hui, le cours de l'EVA n'est pas fixé à la bourse de Londres, mais à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Voilà un exemple qui a été décliné dans différents secteurs d'activité en Malaisie. Je pense au pétrole avec la réussite du géant Petronas. Et ces superstructures ont favorisé une forme de dynamisme qui a profité à la création de nombreuses PME. Et ensemble, mégastructures et PME sont partis à la conquête de marchés mondiaux. La Côte d'Ivoire, en revanche, ne transforme son cacao qu'à la marge et depuis très peu de temps. Et elle a encore une économie extravertie et exporte essentiellement ses matières premières brutes. Et donc, c'est le type de modèle appliqué à l'Afrique et bien sûr décliné en fonction des spécificités des économies africaines qu'il faudrait regarder d'un petit peu plus près. On voit qu'il y a quand même une prise de conscience dans un certain nombre de pays. Je pense au Gabon qui transforme son bois avant export. Il y a toujours une première transformation. C'est le cas aussi depuis peu pour le Bénin qui exporte son coton après transformation.
Voilà, donc il faut, pour optimiser les dividendes de ces matières premières, il faudra à l'Afrique des plans structurels volontaristes sur du long terme qui permettront de créer les conditions d'une croissance inclusive et pérenne. Merci Marie-France Réveillard. Restez avec nous. Nous aurons une autre question à vous poser un peu plus tard dans l'émission. Mohamed Achir, je reviens vers vous. Nous avons évoqué avec Danilo Desiderio les expériences qui pourraient inspirer l'Afrique par rapport à un modèle de libre-échange. L'Algérie, quant à elle, est-ce qu'elle doit accélérer davantage ce processus de diversification économique déjà engagé au niveau de la production pour bénéficier peut-être pleinement du potentiel du libre-échange africain? Oui, justement, d'abord, fondamentalement, la question se pose au niveau de la capacité de production des pays africains. Oui. Parce qu'il y a un problème maintenant, il y a quand même, c'est-à-dire, pratiquement les pays africains, ils sont davantage spécialisés soit dans l'extraction, les économies extractives, les matières premières. Oui. Donc il y a très peu d'industrialisation dans les pays africains. Pourquoi l'ASEAN? Il y a une réussite de l'ASEAN parce qu'aussi il y a toute une politique d'industrialisation des pays de l'ASEAN, c'est-à-dire des pays du sud asiatique, et progressivement il y a aussi un réseau d'entraide entre les pays de l'Asie du Sud. Oui. C'était une politique régionale. Géant économique. Exactement. Il y a une coopération très très étroite entre les pays. Donc il y a progressivement la remontée des filières, etc. Par contre, l'Afrique, effectivement, d'abord, il y a une hétérogénéité en matière de niveau de développement. Il y a énormément de pays qui sont très peu avancés en matière de développement économique et en matière qui ont très peu de moyens aussi d'industrialisation et très peu d'infrastructures permettant justement les échanges, etc. Donc la production, maintenant, la production est très importante d'abord dans certains pays, l'Algérie, dans certaines filières, bien entendu, l'Afrique du Sud, l'Égypte, par exemple. Donc ces pays peuvent être quand même la locomotive d'abord, c'est-à-dire que d'importer par exemple des produits de l'électroménager d'Asie, etc. Maintenant l'Algérie est un pays exportateur de l'électroménager qui a un grand potentiel par exemple dans cette filière industrielle, ainsi que d'autres filières aussi. Donc il faut arriver justement à connecter ces capacités de production des pays et même arriver aussi, même en termes de la transformation par exemple agroalimentaire. Il y a un grand potentiel de l'agroalimentaire en Afrique, mais à ce jour, plusieurs pays africains donc, ils sont dans les rapports de termes ce qu'on appelle les termes de change de domination, c'est-à-dire on exporte toujours des matières premières, des produits agricoles, et puis on les transforme dans d'autres ailleurs et on les rachète avec des prix... avec des valeurs ajoutées pour les pays. Des valeurs ajoutées, des prix excessifs. Donc voilà, et là, les chaînes de valeur, par exemple, dans l'agroalimentaire, il y a un grand potentiel dans l'agroalimentaire. Donc la transformation, il doit se faire au niveau des pays africains et exporter des produits à forte valeur ajoutée. Même dans les produits aussi miniers, c'est-à-dire les minerais, etc. Transformer tous ces minerais au niveau des pays africains et les exporter avec une forte valeur ajoutée. Et justement aussi, il y a des industries dans les pays africains qui achètent ou bien qui importent des matières premières, mais qui sont in fine, c'est-à-dire des matières premières qui proviennent de l'Afrique. Oui. Donc, mettre le réseau, justement, le réseautage est nécessaire pour que les matières premières aussi, ou bien les produits semi-finis qui sont produits en Afrique, vont être connectés dans une chaîne de valeur régionale africaine. Donc, d'abord, il y a le coût logistique qui va être réduit et puis il y a les marges aussi, la réduction des marges qui vont être bien sûr tirées par d'autres pays développés. Donc, il faut justement créer, c'est très important de raisonner en matière de chaîne de valeur intégrée, c'est-à-dire de la matière première jusqu'au produit fini. Merci Mohamed Achir pour ces éclairages. Professeur Guendouzi, alors dans un contexte, nous le savons, de ralentissement de la globalisation dans le monde, est-ce que le commerce intra-africain peut-il devenir déjà
un substitut, une alternative et un marché refuge, peut-être pas seulement pour l'Afrique, mais également pour d'autres continents qui lorgnent à faire de la colocalisation industrielle, par exemple. Tout à fait, parce que dans les objectifs de la zone de libre-échange du continent africain figure l'objectif numéro 1, c'est l'industrialisation de l'Afrique, c'est l'organisation des chaînes de valeur africaines, c'est la création... Il y a un objectif inspiré de l'agenda 2060. Voilà, 2060, c'est la création des emplois, voilà. Mais c'est également l'intégration à travers ce qui est maintenant à travers un document, le certificat d'origine, puisque c'est grâce à ce certificat d'origine qu'on peut avoir les facilités en termes d'avantages douaniers. Et je pense que dans la logique de la réorganisation des chaînes de valeur mondiales, l'Afrique maintenant peut être en position forte parce qu'elle a une main-d'œuvre jeune, elle a un potentiel en ressources naturelles très élevé, et puis un espace important puisque c'est 54 pays, c'est 1,4 milliard d'habitants, et c'est donc des perspectives pour attirer les investisseurs étrangers, soit africains tout d'abord en premier lieu, et puis les investisseurs d'autres continents, européens ou asiatiques ou américains. Donc la logique économique qu'on voudrait donner au continent africain pour qu'il puisse progresser sur le plan de l'industrialisation, sur le plan de la transformation des ressources locales, sur le plan de l'intégration de la main-d'œuvre locale, c'est cette dynamique à travers le commerce extérieur tout d'abord, mais pas uniquement, puisque dans le projet de la ZLECAf, il y a l'investissement, il y a la libéralisation des services, il y a plus tard, dans ce qu'on appelle l'agenda 2063, la circulation des personnes et des capitaux. Donc c'est un énorme projet de l'Union africaine pour le continent africain. Et le démarrage, c'est à travers le commerce extérieur, puisqu'il y a des opportunités d'exportation pour la plupart des pays, y compris donc pour l'Algérie. Maintenant, il y a des défis énormes, Le défi logistique est fondamental. C'est le plus important. Puisqu'il y a énormément de pays enclavés en Afrique. Mohamed Achir a justement évoqué la problématique des infrastructures, même si l'Algérie investit beaucoup pour essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. On peut citer par exemple le projet de la route transsaharienne qui va de Alger à Lagos au Nigeria et qui permettra de désenclaver au passage certaines régions subsahariennes. Tout à fait, ça c'est un premier défi. Un second défi, c'est la dimension financement, parce que beaucoup de pays africains sont endettés et le financement des entreprises est problématique, notamment pour les PME. Le financement est un facteur important. Et troisièmement, un autre facteur essentiel, c'est l'information économique, parce que ces 54 pays, supposons une entreprise qui voudrait exporter à telle ou telle pièce, qu'elle dispose de l'information du système local, système douanier, etc. Donc c'est un énorme défi pour toutes les entreprises du continent africain. Merci professeur, et vous faites bien de parler de financement de ce projet gargantuesque qui est la mise en œuvre de la ZLECAf. Danilo Desiderio, justement, quelle stratégie d'intégration financière, qu'il s'agisse de banques régionales, de paiement, monnaie locale, paiement électronique, doivent accompagner le commerce et quelles sont les priorités de la Commission économique africaine en la matière? Oui, l'intégration financière est essentielle au succès de la ZLECAf, car elle agit comme un lubrifiant pour le commerce, garantissant que les transactions au sein de la zone de libre-échange se déroulent de manière fluide et efficace. Sans un système financier rationalisé, les entreprises sont confrontées à des coûts de transaction élevés, des retards et des risques de change. En facilitant le paiement et les harmonisant les réglementations, l'intégration financière supprime ces obstacles, permettant ainsi aux biens et services de circuler librement et aux économies africaines de tirer pleinement parti des avantages du marché unique. Parmi les stratégies clés pour y parvenir, il y a le PAPS,
par exemple, qui permet d'effectuer des paiements en monnaie locale, Oui. et le renforcement des banques régionales telles qu'Afreximbank, afin de fournir des financements au commerce. Les priorités de la Commission de l'Union africaine à ce propos sont de finaliser les protocoles relatifs au commerce des services, de promouvoir l'engagement du secteur privé et de rendre opérationnelles des organisations telles que, par exemple, le Club africain, qui est un réseau regroupant toutes les institutions financières africaines qui fournissent des financements et en soutien au commerce et aux investissements dans les États africaine. Il s'agit notamment d'Afreximbank, la Banque pour le commerce et le développement, la Société financière africaine et d'autres institutions financières panafricaines. Le club africain est par exemple une initiative importante car il a pour objectif de créer une structure de coordination entre toutes ces institutions qui permettra, on espère, de réduire les coûts d'emprunt des États africains pour financer les investissements, premièrement dans les infrastructures, mais aussi dans l'industrialisation et le commerce, qui sont essentiels au développement d'une économie durable. Merci Danilo. Marie-France Réveillard, je reviens vers vous. Alors, même question que pour vos confrères. En attendant l'activation pleine de cette ZLECAf, quel modèle systémique peut-être de libre-échange pourrait, selon vous, aujourd'hui inspirer le continent africain pour activer ces mécanismes de commerce censés peut-être lui permettre de mettre en place une dynamique d'échange beaucoup plus soutenue au vu du potentiel énorme que recèle ce continent? Alors, la ZLECAf porte les espoirs du développement, de l'essor du commerce interafricain qui reste faible puisqu'il représente à peu près 17% des échanges. Et quand on compare à ce qui se passe en Asie ou en Europe, le commerce intercontinental représente environ 70% des échanges. Donc, autant dire que ça laisse une marge de progression considérable. Et c'est vrai que la ZLECAf, pour qu'elle puisse donner son plein potentiel, il va falloir répondre et relever un certain nombre de défis, à commencer par celui des infrastructures. Or, comme on le sait, les fonds viennent à manquer. Selon la Banque africaine de développement, il manquerait entre 130 et 170 milliards de dollars par an pour pallier au manque de financement dans les infrastructures africaines. Donc, en attendant que tout cela soit mis en place, eh bien, il y a quand même des choses à faire au niveau régional. Alors, peut-être pas tout de suite dans l'immédiat pour les 1,4 milliard de consommateurs africains, mais au niveau régional, il y a des organisations de type CEDEAO, SADC ou CEMAC qui ont déjà franchi un certain nombre d'étapes pour favoriser le développement des relations entre les économies africaines en faisant tomber un certain nombre de barrières tarifaires. Il y a ensuite une autre voie à explorer, c'est celle de la mutualisation à la fois des ressources naturelles mais aussi financières pour créer des pôles d'excellence au niveau régional, ce qui permettra à moyen terme de créer des champions africains qui ensuite seront des locomotives économiques qui porteront des espoirs de croissance à l'international. Et donc, il faut renforcer absolument ces organisations-là et mutualiser les ressources, car le libre-échange doit être intégré, progressif, protéger un certain nombre d'économies les plus faibles, afin que des économies comme le Burkina Faso puissent tirer leur épingle du jeu face à des géants comme le Nigeria. On voit d'ailleurs ce qui s'est passé en Europe. À sa création, l'Union européenne a été construite sur la communauté économique du charbon et de l'acier. Eh bien, pourquoi ne pas expérimenter ce type de modèle de libre-échange progressif en fonction des spécificités du continent? C'est déjà un petit peu le cas. On voit un rapprochement depuis plusieurs années maintenant entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui ensemble représentent 65% de la production mondiale de cacao et qui s'unissent pour essayer de structurer toute cette économie du cacao au niveau de l'Afrique de l'Ouest.
Merci Marie-France Réveillard pour ces éclairages. Mohamed Dachir, revenons à l'Algérie. Quel levier faudra bien sûr activer lors de cette IATF qui nous tend les bras pour que ce ne soit pas uniquement une édition de plus, pour que ce soit une édition qui marquera les acteurs économiques africains, qu'il s'agisse des acteurs institutionnels, économiques, publics et privés? Bon, je pense que l'Algérie elle a quand même un potentiel très important en matière de production dans plusieurs filières, que ce soit l'agriculture et dans certaines filières industrielles aussi. Et là aussi un produit de qualité, donc très compétitif dans certaines filières aussi, et aux branches d'activité. Donc les entreprises algériennes, on a même quelques champions aussi hein, qui peuvent justement arracher des contrats d'exportation et pourquoi pas de partenariat aussi avec des pays africains, des entreprises de pays africains. L'Algérie aussi dispose quand même des infrastructures maintenant routières, c'est-à-dire Oui. par exemple, surtout en perspective, on a rail. parlé de le rail, la transsaharienne, et puis il y a des zones franches. Les lignes maritimes ouvertes les lignes dernièrement, maritimes, les oui, lignes aériennes également. Oui, Oui. et puis il y a en perspective aussi la mise en place des zones franches frontalières. Voilà, les 5 zones franches frontalières. Tout à fait, donc ça va booster aussi un peu C'est d'énormes efforts consentis par l'Algérie, messieurs, pour justement faire avancer ce projet de libre-échange africain. Il faudrait peut-être que d'autres pays prennent également l'exemple de l'Algérie en mettant peut-être sur la table plus de moyens. Qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. Hein. Déjà, l'Algérie a toujours plaidé au niveau des réunions de l'Union africaine pour, c'est-à-dire un développement intra-africain avec l'Agence africaine de développement, mais aussi avec le mécanisme d'évaluation par les pairs, pour améliorer la gouvernance, parce que c'est fondamental et c'est structurel aussi. L'amélioration de la gouvernance, la transparence, tout ça, ça va favoriser la circulation des capitaux, mais aussi des acteurs économiques. Donc tous ces mécanismes, aussi l'Algérie a commencé par ouvrir des agences bancaires au niveau de certains pays, comme la Mauritanie. Le Sénégal. Donc c'est des initiatives aussi louables. Concrètes aussi. Hein. Donc il faut justement suivre ces exemples pour améliorer, parce que le flux financier est très important. En plus du flux physique, du commerce, etc., il y a le flux financier, c'est-à-dire l'intégration en matière des banques, des assurances, etc., va jouer un rôle très important. Merci Mohamed Dachir. Professeur, très rapidement s'il vous plaît, alors le besoin en politique publique coordonnée et d'infrastructures robustes, on l'a bien compris, mais est-ce que la ZLECAf peut devenir justement ce levier qui pourra enfin renforcer la souveraineté économique africaine, selon vous? Je pense que les États membres qui ont signé la ZLECAf ont pris conscience qu'il y a une nécessité importante d'industrialiser l'Afrique. Et je pense récemment avec la Banque africaine du commerce extérieur, Afreximbank, ils ont mis un système efficace qui s'appelle le système de paiement africain, qui permet aux entreprises de payer en monnaie locale avec en aval une compensation entre banques centrales. Et la Banque d'Algérie vient d'adhérer à ce système en 2025, tout récemment. Et c'est ce qui permet de booster les échanges commerciaux entre les États africains. Je pense que la volonté d'aller loin dans ce mécanisme existe, puisqu'il y a déjà un tiers des États signataires de la ZLECAf qui ont commencé à mettre en œuvre les principes de la ZLECAf, c'est-à-dire le démantèlement tarifaire, dont l'Algérie fait partie de ce premier groupe dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a des efforts énormes qui sont fournis par un certain nombre de pays comme les pays d'Afrique australe, l'Égypte, le Nigeria, l'Algérie, le Kenya, l'Ouganda font d'énormes efforts pour aller vers la création, l'organisation de chaînes de valeur africaines, tout simplement. Merci. Danilo Desideriou, 30 secondes s'il vous plaît. Qu'attendez-vous en tant qu'expert peut-être de cette ZLECAf, de cette édition IATF qu'abritera l'Algérie très prochainement? L'IATF représente un catalyseur important pour le commerce intra-africain, mais son impact concret dépendra de la mise en œuvre concrète des accords de collaboration et partenariat signés lors de l'événement. Je dois dire que
Les rapports qui ont été développés par Afreximbank et les gouvernements qui ont accueilli jusqu'à présent certains événements se sont concentrés sur des indicateurs de haut niveau tels que le nombre des entreprises participantes et la valeur totale des accords signés, comme a été évoqué tout à l'heure. Mais il n'y a pas de données cruciales nécessaires pour évaluer la mesure de l'impact réel. Par exemple, ce rapport ne fournit aucune information sur le nombre d'accords effectivement mis en œuvre, pas conclus, sur l'augmentation de la production de biens et de services spécifiques qui en résultent, ni sur le développement de nouveaux produits à la suite de collaborations établies. Sans ce facteur quantitatif, il sera très difficile de déterminer si les accords conclus lors de ces événements se traduiront pour une croissance économique et une création d'emplois tangibles sur le terrain. Merci infiniment Danilo Desiderio. Je conclue avec vous. Je rappelle que vous êtes expert de la ZLECAf, PDG de Desiderio Consulting. Vous étiez avec nous en direct de Nairobi au Kenya. Merci à vous Mohamed Dachid. Vous êtes économiste, enseignant en sciences économiques à l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou. Également pour Brahim Gendouzi, économiste enseignant à l'UMMTO de Tizi Ouzou. Marie-France Réveillard, quant à elle, était avec nous depuis Paris. Elle est experte en questions africaines, rédactrice en chef de Forbes Afrique. Mesdames et messieurs, c'est la fin des Pros de l'écho. Rendez-vous la semaine prochaine. لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.